Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous poursuivons nos travaux au niveau de notre commission d'enquête en accueillant cet après-midi Madame Isabelle De Silva, conseillère d'État et ancienne présidente jusqu'au 13 octobre dernier de l'autorité de la concurrence. Madame De Silva, vous connaissez bien le Sénat, où vous vous êtes rendue à de nombreuses reprises dans le cadre de vos précédentes fonctions. Je me rappelle en particulier de votre audition devant la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication le 7 avril dernier, où vous nous aviez présenté un large panorama du droit de la concurrence appliqué au secteur des médias. Je crois pouvoir dire au nom de tous mes collègues que nous avons toujours grandement apprécié la clarté et la franchise de vos propos auprès de la représentation générale et de manière plus générale la façon dont vous avez présidé l'autorité de la concurrence. Je ne peux pas ne pas citer, à côté du rapporteur David Assouline, la décision prise par l'autorité de la concurrence sous votre présidence d'infliger une amende de 500 millions d'euros à la société Google pour non-respect des obligations en matière de droit voisin. Ce sujet, qui n'est pas sans lien avec celui de la concentration, a d'ailleurs été évoqué la semaine dernière lors de l'audition de Jean-Baptiste Gourdin. Et je peux à ce propos apporter une précision que nous avons eue depuis. Google a bien réglé l'amende à la mi-novembre dernier. Vous avez également eu à traiter, au moins dans ses prémices, du sujet épineux au cœur de nos travaux, de la fusion TF1-M6. Nous venons d'ailleurs d'y consacrer la semaine dernière une réunion de commission avec l'audition du président directeur général de Bouygues, Olivier Roussat. Madame De Silva, la commission est donc impatiente de vous entendre avec, je l'espère, votre franchise habituelle. Évoquer votre expérience à la tête de l'autorité dans le secteur des médias avec peut-être une parole plus libre que précédemment. Je vous propose l'organisation suivante. Je vais vous laisser la parole pour 10 minutes maximum, afin que tout simplement nous puissions échanger à travers une série de questions-réponses. Et c'est bien sûr le rapporteur qui commencera à vous interroger après votre intervention liminaire. Je précise que cette audition est diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu qui sera publié. Enfin, je rappelle pour la forme qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434, 13, 434, 14 et 15 du Code pénal. Je vous précise également qu'il vous appartient, le cas échéant, d'indiquer vos éventuels liens d'intérêt ou conflits d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Je vais vous inviter, Madame De Silva, à prêter serment en disant toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci. Je vous donne maintenant la parole pour 10 minutes. Merci, Monsieur le Président, et merci. Bonjour, Mesdames et Messieurs les membres de la commission d'enquête. Ravi de retrouver ces échanges sur le sujet des médias qui nous a occupés au cours de mon mandat. Donc, comme vous l'avez indiqué, je prendrai la parole en tant qu'ancienne présidente de l'autorité et donc pas au titre de mes fonctions au Conseil d'État et sans non plus engager l'autorité de la concurrence dans sa formation actuelle. Ce que je souhaiterais dans ce propos liminaire, c'est revenir sur la façon dont l'autorité de la concurrence a eu à connaître au cours des 5 années écoulées du sujet de la concentration dans le secteur des médias. Alors, l'autorité a pour mission essentielle de protéger le bon fonctionnement concurrentiel des marchés. Et cette mission, elle l'exerce dans tous les secteurs de l'économie. Mais l'autorité exerce cette mission en tenant compte des spécificités de chaque secteur. Et donc, à chaque fois qu'elle est confrontée à tel ou tel secteur, elle prend en compte différents intérêts. Parce que dans son contrôle, elle va se fonder sur les produits spécifiques, les services spécifiques qui sont offerts par ce secteur et aussi les réglementations applicables. Et on verra que dans le domaine audiovisuel, il y a un impact très fort des réglementations qui peuvent jouer sur l'appréciation concurrentielle. L'autorité dispose de prérogatives essentielles qui lui sont données par le législateur et elle a consacré des efforts importants au secteur des médias au cours des années écoulées, notamment parce qu'il a été affecté de façon très sensible par la révolution numérique, qui touche tous les secteurs de l'économie, mais particulièrement le secteur des médias, ce qui a conduit l'autorité à lui porter une attention très vigilante. Dans ses analyses, l'autorité a été très influencée par le constat que des grandes plateformes ont émergé, Google et Facebook dans le secteur de la publicité en ligne, mais aussi d'autres types de plateformes telles Netflix ou encore des acteurs qui sont présents sur différents segments du marché comme Apple ou Amazon.
Nous avons aussi été très conscients de cette évolution que vous avez déjà à présent bien en tête, l'évolution avec l'émergence des grandes plateformes OTT et différents types de production de contenu qui s'inscrivent dans un paysage technologique très différent. Cette révolution, elle s'est appuyée sur une révolution technologique, bien sûr, la présence de réseaux très performants, les débits, le téléphone portable, tous ces éléments sont un élément de contexte important pour apprécier l'évolution du secteur des médias. Et ce que je voudrais faire, c'est très rapidement passer en revue comment l'autorité a appréhendé ces problématiques au travers de ces 3 grandes missions: le contrôle des concentrations, le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et enfin son pouvoir d'avis et de recommandation. Alors, la première prérogative de l'autorité, et sans doute celle qui a été particulièrement importante dans ce secteur, c'est le contrôle des concentrations. Il s'exerce quand les seuils de chiffre d'affaires sont remplis et dans une articulation étroite avec la Commission européenne, puisque certaines opérations, selon les cas, seront examinées par l'autorité française ou par la Commission européenne. Par exemple, pour l'opération TF1 M6, il y a pu y avoir un débat pour savoir si c'était la Commission ou l'autorité française qui en était saisie. Et par exemple, l'opération Salto nous a été renvoyée par la Commission européenne. Lorsque l'autorité est saisie d'une opération de concentration, quelle qu'elle soit, son prisme d'examen, c'est de savoir si cette opération va dégrader la situation concurrentielle. Il s'agit de prévenir les effets indésirables de l'opération sur le fonctionnement du marché. Et parfois, elle doit exercer ce pouvoir avec d'autres autorités sectorielles lorsque l'on est, par exemple, en matière bancaire ou d'assurance, et particulièrement dans le domaine de l'audiovisuel, puisqu'il y a cette articulation très particulière avec le CSA qui peut être également saisie. Mais un point qui me paraît important, c'est que dans cette mission de l'autorité, donc éviter une dégradation de la concurrence, l'autorité va être conduite aussi à apporter des appréciations plus qualitatives qui sont en lien, par exemple, avec le pluralisme, même si ce n'est pas ainsi qu'est définie sa mission. En effet, lorsque l'autorité apprécie si l'opération dégrade la concurrence, elle va s'intéresser aux effets que l'on dit qualitatifs. Est-ce que l'offre est réduite pour le consommateur? Est-ce qu'il y a un risque que l'offre soit moins diverse après l'opération qu'avant? C'est ce qui a conduit l'autorité, à travers différentes opérations, à s'intéresser à l'impact d'une opération sur le consommateur, le lecteur de journaux, l'auditeur de chaînes audiovisuelles, le spectateur, et aussi à l'effet des opérations sur plusieurs acteurs de l'écosystème. Cela peut être les producteurs audiovisuels ou les producteurs de films, ou encore les éditeurs de chaînes télévisées. Alors, quelques exemples pour illustrer ce propos général. Lorsqu'on se penche sur les années écoulées, on voit qu'il y a eu beaucoup d'opérations de rachat dans la presse quotidienne régionale, notamment, mais aussi des opérations importantes dans la presse magazine. Lorsque l'autorité s'est penchée sur des opérations dans la PQR qui conduisaient à former des sortes de monopoles locaux, elle a pu conditionner certaines opérations au maintien de rédactions séparées, car elle voulait éviter le fait que le consommateur de journaux, le lecteur, n'ait plus le choix en n'ayant plus qu'un seul quotidien régional, même si les enseignes pouvaient rester distinctes. Une autre problématique que nous avons vue, c'est dans une opération qui concernait la presse magazine, donc l'opération plus récente rachetant notamment les titres de la presse automobile. Nous avons conditionné notre autorisation favorable à cette opération au fait que l'un des deux titres de la presse automobile soit revendu, car sinon il n'y aurait eu plus qu'une sorte de monopole dans la presse automobile. Donc, nous faisons un examen très fin qui conduit à éviter qu'à travers l'opération, un monopole puisse se constituer dans des conditions qui seraient défavorables pour le consommateur, le lecteur ou le spectateur. Un autre exemple qui a conduit l'autorité à regarder une opération de très près, c'est dans le domaine audiovisuel, une opération qui est maintenant ancienne, Canal+ TPS, mais une opération importante lorsque l'on réfléchit à la concentration dans les médias, puisque à cette occasion, donc, lorsque l'autorité a revu cette opération en 2012, elle a soumis cette opération à toute une série de conditions, par exemple pour protéger les chaînes qui figuraient dans les bouquets, qui seraient ensuite diffusées soit par TPS, soit par d'autres distributeurs. Un autre élément intéressant à titre d'exemple dans cette évaluation, c'était que l'autorité avait pris en compte le rôle de Canal+ pour le financement du cinéma français,
comme un facteur de diversité culturelle. Et donc, c'était l'un des éléments d'appréciation qui avait conduit l'autorité à autoriser cette opération, mais en la soumettant à des conditions quand même très rigoureuses, notamment pour protéger la diversité des chaînes éditoriales. Alors, si on se rapproche maintenant de la période actuelle, ce que nous avons constaté, c'est que cette grande révolution numérique avec le développement des plateformes OTT telles que Netflix, des évolutions aussi dans la concentration des droits sur le cinéma américain, eh bien, pouvaient nous conduire à alléger des contraintes qui pesaient sur certains opérateurs. C'est notamment ce que nous avons fait en 2017 en levant une partie des contraintes qui pesaient sur Canal+ au titre de cette ancienne opération de concentration. Donc, ceci illustre le fait que le contrôle des concentrations peut évoluer lorsque la contrainte concurrentielle elle-même évolue. Un autre exemple d'opération intéressante, c'est l'autorisation de Salto, puisque l'une des raisons qui nous avait conduit à autoriser ce rapprochement entre TF1, M6 et France Télévisions pour créer une plateforme de SVOD était notamment qu'en l'état, cela ne dégraderait pas la concurrence, mais que cela apporterait un nouvel acteur sur le marché des SVOD. Donc, dans ces différentes opérations, et notamment je terminerai en mentionnant l'opération TF1-M6 sur laquelle nous avions échangé il y a quelques mois, notre méthode est la même, c'est-à-dire examiner chacun des marchés affectés. Donc, par exemple, sur TF1-M6, ce sera le marché de la publicité gratuite, le marché de l'acquisition des droits du cinéma et des programmes audiovisuels tout particulièrement, et puis le marché de la distribution de ces chaînes. Et ceci, après avoir identifié les différents marchés pertinents, en interrogeant les acteurs pour véritablement apprécier au jour où l'autorité se prononce comment l'opération va changer la donne. Par exemple, sur TF1-M6 et pour l'examen qui est en cours, est-ce que ceux qui achètent des espaces publicitaires à la télévision seront affectés dans la façon dont ils peuvent accéder à ces espaces en termes de prix, de conditions, et est-ce qu'il y a un risque de dégradation de la situation concurrentielle ? Et bien souvent, pour des opérations aussi larges et complexes, cet effet doit être apprécié à plusieurs niveaux, de manière horizontale, entre les deux chaînes de télévision qui se regroupent et les autres chaînes de la TNT qui sont concernées, de manière verticale, l'effet sur l'amont, par exemple, des producteurs audiovisuels ou de cinéma, et puis l'effet à l'aval, par exemple, sur les entreprises qui achètent de la publicité et sur les spectateurs. Alors, je mentionne aussi, vous avez mentionné l'affaire des droits voisins, le fait que l'autorité est très vigilante sur ce qu'on appelle les pratiques anticoncurrentielles dans le secteur audiovisuel. Et nous avons eu ces dernières années un certain nombre de saisines portant par exemple sur l'accès aux droits des films ou des contenus EOF, donc certains acteurs se plaignant de ce que cet accès était difficile, sur aussi les sujets de la publicité. Donc TF1, qui était considéré comme puissant sur ce marché, a pu faire l'objet de saisines d'autres acteurs qui se plaignaient de certains comportements. Et ce sur quoi je voudrais insister à ce titre, c'est vraiment la particularité de l'émergence des plateformes type GAFA, qui nous a conduit à intervenir dans beaucoup de décisions pour prendre en compte cette nouvelle forme de puissance qu'exercent ces plateformes telles que Google ou Facebook et pour définir la façon dont le droit de la concurrence doit s'appliquer à celle-ci. Et ceci n'est peut-être pas toujours perçu, mais ces affaires me semblaient avoir un lien assez direct avec le sujet des médias. Par exemple, dans l'affaire Google JIP-Media, nous avons condamné Google dans la façon dont Google appliquait des règles en matière de publicité. Mais au-delà de cette affaire et de la sanction qu'elle a justifiée, le même type d'appréciation pourrait concerner demain les sujets d'accès à des magasins d'applications. Et on sait qu'aujourd'hui, le phénomène des goulets d'accès aux consommateurs est très important. L'affaire des droits voisins était également très importante puisqu'il s'agissait, et vous le savez mieux que quiconque, d'apprécier la façon dont cette loi, qui avait pour but de rééquilibrer le partage dans la chaîne de valeur, avait été ou non correctement appliquée par l'entreprise Google. Nous avons considéré qu'il fallait intervenir d'urgence par la mesure conservatoire que vous connaissez, et nous avons ensuite estimé que Google n'avait pas respecté cette mesure conservatoire avec une sanction forte de 500 millions d'euros. Enfin, je mentionne une dernière décision qui me paraît importante, c'est la décision Google News Corp. Nous avions été saisis par 3 groupes de presse, Le Figaro, News Corp et La Voix du Nord Rossel, qui estimaient que la façon dont Google mettait en œuvre la publicité en ligne, donc vendait les espaces publicitaires de ces journaux,
eh bien que ces comportements constituent un abus de position dominante. Et nous avons, dans le cadre d'une transaction avec Google, sanctionné fortement Google à cet endroit. Google a pris un certain nombre d'engagements en la matière, et ce qui est important aussi, c'est que ce type de décision peut permettre aux acteurs de la presse de faire valoir leurs droits, y compris sur le plan indemnitaire. Je souhaiterais terminer enfin par les recommandations de l'autorité de façon plus générale dans son pouvoir d'avis, et tout particulièrement par 2 avis, celui sur la publicité en ligne et celui sur le secteur audiovisuel. D'abord, l'avis sur la publicité en ligne que nous avons rendu en 2017, il montrait vraiment ce nouveau contexte avec la puissance des plateformes et ce nouvel univers qui concurrence fortement les médias traditionnels en prenant d'une certaine façon des budgets qui étaient auparavant dévolus aux acteurs de la presse ou de la télévision. Et enfin, dans notre avis audiovisuel, nous avons eu la satisfaction qu'un certain nombre de recommandations soient reprises par le gouvernement puis par le Parlement, avec la grande réforme de la publicité, des secteurs interdits et des jours interdits, et aussi une amorce de rééquilibrage de la régulation. Donc peut-être pour terminer par là, mon message, c'est qu'il me semble que ce rééquilibrage est bien avancé, est bien amorcé, mais il n'est pas achevé. En effet, le panorama que nous avions décrit dans notre avis audiovisuel, c'est-à-dire celui d'un secteur des médias traditionnels extraordinairement réglementé et sujet à une réglementation souvent très datée, souffrait de la comparaison avec un secteur du monde des plateformes tout à fait non régulé sur un certain nombre de points, notamment, pour donner cet exemple, en matière de règles sur la publicité ciblée, donc liberté de cibler sur le monde de la publicité en ligne et interdiction de la géolocalisation pour la publicité télévisée. Un autre exemple étant celui des obligations de production que vous connaissez bien et donc qui a été partiellement corrigé à présent avec le régime de la directive SMA qui a été traduit par la loi. Donc, pour conclure, je dirais que l'un des chantiers que nous avions indiqué comme urgent dans cet avis de 2019, c'était celui de la réglementation de l'audiovisuel. Nous avions indiqué que le régime du contrôle des concentrations méritait véritablement une profonde remise à jour, car il nous semblait très daté. Ce sujet reste encore à l'ordre du jour et je crois que c'est tout l'objet de votre commission d'enquête. Absolument. Première série de questions de notre rapporteur David Assouline. Tout d'abord, Madame la conseillère d'État, je veux souligner la façon dont le président vous a introduite, parce que vous êtes considérée quasi unanimement comme une présidente de l'autorité précédemment dans vos fonctions, qui faisait preuve de très grande rigueur, avait l'écoute et le respect de la Commission européenne, ce qui n'est pas rien dans ce secteur, où il faut absolument travailler et avoir un impact aussi au niveau international. Et par vos compétences dans ce domaine, votre courage aussi, parce que vous étiez en charge de réguler un secteur, comme vous l'avez mentionné, où des géants très influents, souvent plus puissants que des États, agissent et cherchent à influer, et que vous avez fait ce que votre devoir vous dictait à chaque fois avec beaucoup de courage. Et je crois que la décision sur laquelle on s'est le plus intéressé, puisque nous avions initié cette loi qui demandait finalement, pas seulement à Google, mais à Google de rémunérer ce qu'ils utilisaient comme production faite par d'autres, a beaucoup aidé, et pas seulement en France, à ce que ce sujet soit pris au sérieux par ceux qui considéraient que seule la puissance financière pouvait dicter la marche à suivre. Vous avez montré qu'il y avait des règles et que les États étaient encore là pour les dicter. Merci pour cela. Je vais vous poser des questions globales sur le sujet qui nous importe, mais je veux que au moins les questions concrètes qui ont été soulevées par d'autres, notamment la presse, vous nous donniez votre point de vue et vous répondiez aux questions qu'elle posait.
Alors, je vais me baser sur un article du Monde qui annonçait que votre mandat ne serait pas renouvelé 2 semaines avant qu'il soit effectif, que cette décision soit effective, qui soulignait la grande surprise, vu tout ce que je viens de dire par rapport à vos qualités, de ce non-renouvellement. Et l'article du Monde disait « Celle qui avait succédé à Bruno Lasserre en 2016 était candidate à un nouveau mandat. » Donc, ce n'est pas vous qui êtes parti. Selon nos informations, elle a appris qu'elle n'était pas renouvelée il y a une quinzaine de jours, et ce, sans explication. Madame la conseillère d'État, est-ce que depuis, vous avez eu une explication? Merci, monsieur le rapporteur. Je crois que les indications que l'on a pu lire dans la presse sur les motifs concernant ce choix des autorités de ne pas me renouveler tenaient à la volonté d'avoir un nouveau profil, voilà, notamment un profil plus économique. Et je respecte bien sûr totalement le libre choix et l'appréciation des autorités en la matière, puisque nul n'est maître de son mandat et que, bien sûr, cette décision, je la respecte entièrement. Et je souhaite d'ailleurs beaucoup de succès à celui ou celle qui me succédera dans les prochains jours, on peut l'imaginer. Donc, l'explication que vous avez reçue, c'est un nouveau profil. C'est bien ça. Je vais vous citer à nouveau cet article. Il dit « Le ministère de l'économie salue d'ailleurs l'excellent travail de Madame de Silva, mais indique se plier à cette décision qui résulte d'une volonté de changement. » Ça conforte ce que vous dites. Le secteur s'interroge sur les raisons de cette éviction. Isabelle de Silva travaille actuellement sur le projet de fusion porté par TF1 et M6, une opération politiquement explosive à 6 mois de l'élection présidentielle, à tel point que certains font le lien entre son départ et ses prises de position sur le dossier. En public comme en privé, elle a averti qu'il s'agissait d'un projet juridiquement très difficile à valider. Donc, le secteur s'interroge, vous pensez bien qu'une commission d'enquête s'interroge aussi. Que pensez-vous de cette interrogation ainsi exprimée? Alors, moi, je souhaitais être renouvelée, comme vous l'avez dit, et je ne m'en suis pas cachée. Voilà, il me semble qu'il est bon d'être transparent en la matière. Et je pensais notamment que, compte tenu des enjeux et des opérations en cours, cela aurait été une solution plus facile pour tout le monde, compte tenu de la difficulté du dossier. Pour autant, je ne crois pas au fait que ce soit cette opération qui ait conduit à la décision que vous rappelez. Et je crois fermement en la permanence des institutions, je l'ai dit. Je crois que quel que soit le président qui me succédera, le droit applicable restera le même, les appréciations resteront les mêmes. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit cette opération qui ait conduit au choix d'un nouveau président, si c'est la question très précise que vous me posez. En tout cas, elle peut être précisée, parce que j'entends bien ce que vous dites. Est-ce que c'est cette question? Vous me dites, vous ne croyez pas que c'est cette question. Mais je peux vous poser la question, pas seulement cette question. Il m'est un petit peu difficile de commenter les raisons du choix qui a été fait et dont j'ai indiqué que je le respectais pleinement et entièrement. Je pense que ce qui m'a été indiqué était clairement la raison que je vous ai donnée, c'est-à-dire le choix d'avoir un nouveau profil. Et honnêtement, je crois aussi que c'est la raison pour laquelle il est très important que lorsqu'on exerce des fonctions comme celle que j'ai exercée, on soit très transparent sur les dossiers en cours. C'est pour ça que j'ai toujours été très clair sur les enjeux, la façon dont cette opération serait examinée. Et vous avez fait référence à cette audition au printemps où j'avais déjà commencé à dire devant le Sénat ce que j'ai dit à divers interlocuteurs sur les sujets qui étaient soulevés, la façon dont nous examinerions cette opération, et aussi sur une opération de ce type.
Comme je l'ai dit, on ne peut pas avoir d'a priori sur le résultat de cet examen, car on peut savoir quelle sera la grille d'analyse, mais ensuite c'est le marché qui va donner les éléments de la réponse. Et donc, depuis l'origine, il me semblait qu'une opération telle que celle-ci nécessiterait des entretiens très poussés avec plusieurs acteurs du marché. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se dérouler avec le test de marché. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire quelle va en être l'issue, car c'est seulement ces éléments de réponse qui permettront de dire si l'opération doit être ou non autorisée et le cas échéant, à quelles conditions. Donc je crois, j'ai bien noté comme vous-même que la presse avait émis diverses théories ou possibilités d'explicitation de la décision en cause. Voilà. Pour ma part, en tout cas, je me tourne résolument vers l'avenir en ce qui me concerne et surtout, j'ai exprimé la plus grande confiance sur le fait que l'examen continue de façon très sérieuse sous l'égide de mon successeur par intérim, Emmanuel Combes, et les équipes d'instruction, et que cela restera le cas sans qu'on ait, me semble-t-il, aucune inquiétude à avoir avec le futur président lorsqu'il sera nommé. Donc, vous comprenez pourquoi je pose des questions, et notamment, ça permet d'éclairer ce qui est écrit. D'ailleurs, vous parlez, c'est pour cela aussi qu'il y avait des interrogations, vous parlez de votre successeur par intérim, qui, quelques jours après avoir assuré cet intérim, recevait la Légion d'honneur des mains du président de la République. Je veux juste finir cette petite entrée en matière avant les problèmes plus généraux, en vous posant la question, est-ce qu'à votre connaissance, il y a d'autres exemples d'un président ou d'une présidente de l'autorité de la concurrence dont le premier mandat est de 2 ans, renouvelable, et qui a été autant salué que vous pour ses compétences, ne soit pas renouvelé? Est-ce que ça a déjà existé? Écoutez, les présidents de l'autorité et du Conseil de la concurrence ont été en nombre assez réduit, puisqu'avant moi, il n'y avait eu que Bruno Lasserre qui a été renouvelé pour un 3e mandat, d'abord au Conseil, puis à l'autorité de la concurrence, et que je salue. Précédemment, les autres titulaires n'avaient pas souhaité être renouvelés. Voilà, donc il serait difficile de faire des statistiques très poussées. Je crois fermement, j'ai choisi la carrière de fonctionnaire pour servir l'État, et je crois qu'on n'est jamais possesseur de son mandat, on l'exerce du mieux possible, et après, l'autorité qui dispose du pouvoir de nomination l'exerce pleinement. Et je voudrais dire aussi que je suis tout à fait confiante sur la façon dont Emmanuel Combes a exercé ses fonctions après mon départ, et qu'il ne faut certainement pas voir malice dans le fait qu'il ait été reconnu par la République en recevant la décoration de l'Ordre du Mérite. Très bien. Vos réserves sur la fusion TF1-M6 concernaient en premier lieu les incidents sur le marché publicitaire. Vous souhaitiez à l'époque regarder comment ces marchés fonctionnent et interroger à cet effet les annonceurs, les agences d'achat d'espace et les agences de publicité. Je relève que cette inquiétude n'était pas présente lors de l'examen par l'autorité de la concurrence en avril 2021 sur les conditions du rachat par Vivendi du groupe Prisma Media, alors même que celui-ci crée les conditions d'offres publicitaires groupées entre Prisma et Canal+, avec une interrogation supplémentaire s'agissant du rôle que pourrait jouer Havas, également filiale de Vivendi. Comment expliquez-vous une telle différence de traitement, en tous les cas d'interrogation qui se posent maintenant, et celle avec TF1 et M6, et celle qui était prise en considération au moment de Vivendi Prisma Media? Tout à fait. Donc la raison, c'est que ce n'est pas que j'ai exprimé une réserve, mais j'ai indiqué que c'était sans doute le sujet le plus compliqué de cette opération. Donc puisque en l'état des délimitations de marché, les autorités de concurrence françaises et européennes reconnaissent un marché de la publicité sur la télévision gratuite, et que le rapprochement de TF1 à M6 conduit à des parts de marché très considérables, de l'ordre de 70% sur ce marché. Donc, ce qui est une opération d'une ampleur qui n'a jamais été vue dans l'audiovisuel français depuis l'adoption de la loi de 86. À l'inverse, la décision Prisma Media conduisait à des parts de marché beaucoup plus réduites,
sur des marchés différents qui plus est, puisque Canal+ n'est pas un acteur majeur sur les chaînes de télévision gratuites. Il est essentiellement présent sur les chaînes payantes, ce qui est un marché distinct. Donc sur ce segment de la publicité, Canal+ est assez peu présent. Nous avons pour autant examiné ce qu'on appelle un effet congloméral, lorsque une entreprise est présente sur plusieurs marchés différents, mais qui peuvent être connexes, parce qu'on peut imaginer des offres couplées entre un espace publicitaire sur la presse et un espace télé, même si il faut bien reconnaître que ce n'est pas très fréquent, c'est au moins quelque chose qu'on peut concevoir. Et de même, prendre en compte le fait que Havas est une agence média extrêmement puissante et que voilà, il pourrait y avoir des effets liés à cette intégration verticale. Donc nous avons examiné ce point dans l'opération que vous mentionnez, mais compte tenu des parts de marché, c'est vraiment le premier indice qui permet de savoir si on est face à une difficulté concrète ou pas. Nous avons pu lever très facilement ces doutes après une analyse qui a quand même été assez poussée. C'est l'une des opérations qui a suscité un examen très approfondi de l'autorité. Mais comme d'autres opérations, par exemple, j'ai cité des rachats assez nombreux dans la PQR au cours des mois écoulés. Lorsque les parts de marché restent limitées sur le marché pertinent, souvent les opérations peuvent être autorisées assez facilement, entre guillemets, même si dans l'opération Prisma, ça faisait partie des examens assez conséquents qui ont été réalisés par l'autorité. Dernière question en ce qui me concerne, avant que mes collègues fassent à leur tour. Si on devait résumer pour les citoyens qui ont besoin aussi de comprendre, même si tout cela paraît loin d'eux ou assez opaque, en tous les cas à leur compréhension. C'est pour cela d'ailleurs que nous faisons cette commission d'enquête, c'est pour qu'à un moment donné, il puisse y avoir des éléments d'un débat public sur des questions aussi importantes. Si on devait résumer ce qui est en train d'être étudié, que vous aviez commencé à étudier, sur ce projet de fusion, on dit en gros que ce que vous avez rappelé, 70% du marché publicitaire de la télévision gratuite, non, de l'ensemble de l'audiovisuel, serait capté par un seul acteur fusionné si l'opération allait à son terme, ce qui, à l'évidence, et vous me le confirmerez, en soi, 70% déroge aux règles que vous êtes en devoir, enfin, quand vous étiez la présidente, en devoir d'accepter ou pas. Et donc, s'il y a une interrogation encore, parce que ça pouvait très vite se clore, ce dossier, c'est qu'on est en train d'explorer un élargissement du marché pris en compte, notamment avec la révolution numérique et le marché sur le net, avec d'autres acteurs. Et là, on dit que ça deviendrait du 30%, je crois. Pensez-vous qu'on puisse, sans un débat public, confier à une autorité le soin de trancher une question aussi importante qui contreviendrait à toute la jurisprudence sur laquelle elle a travaillé depuis son origine sur le secteur? Alors, sur les points que vous soulevez, à supposer qu'il y ait une grande difficulté, l'opération ne pourrait pas très vite se clore, puisque pour refuser une opération, il faut aller en phase 2, et donc c'est nécessairement une procédure d'examen approfondie. Donc même si on devait estimer que cette opération voilà, ça serait quand même une procédure lourde, dite de phase 2, et qui est soumise à une procédure particulière devant le collège. Alors, deuxième point, les parties ont construit l'opération et sont venues la présenter devant l'autorité en voyant bien ces difficultés et en soutenant que le marché devait être élargi. C'est une question qui mérite d'être posée et d'être regardée, puisque nous-mêmes, nous avons montré qu'il pouvait y avoir une substitution, voire une convergence sur certains aspects des plateformes et de l'univers numérique. Donc, cette interrogation n'est pas illégitime. Et on est là face à une question nouvelle. Donc, dans l'affaire Fnac Darty, qui est souvent citée, nous avions estimé qu'on pouvait fusionner les marchés de la vente en magasin et de la vente en ligne, mais au terme d'un examen très approfondi qui a pris en compte beaucoup d'éléments, le prix de vente, le SAV, la façon dont les consommateurs achetaient. Et voilà, donc
tout cet examen très détaillé, c'est ce qui est en train d'être réalisé par l'autorité. Alors, faudrait-il, parce qu'on est face à la télévision ou à un média, une autre procédure que celle que nous appliquons habituellement ? Ce n'est pas la loi. Lorsqu'il y a des opérations très sensibles comme celle-là, souvent il y a une contestation devant le Conseil d'État de la décision. C'est par exemple ce qui s'est passé sur Salto, puisque certains opérateurs comme Free contestaient notre appréciation, pensaient que nous avions été trop souples en autorisant la plateforme Salto, et le Conseil d'État a examiné les moyens qui étaient invoqués et a confirmé récemment cette décision de l'autorité. Donc le recours qui existe, c'est le recours contentieux, le cas échéant par le biais d'un référé si on estime que les conditions d'urgence sont remplies. Mais donc en l'état, il n'y a pas dans la procédure d'ouverture au débat public qui soit prévue, également parce que ce sont des opérations qui sont soumises à des délais, et donc le droit français, comme la plupart des droits nationaux, considère qu'il faut quand même aller relativement vite, même si sur cette opération, on est sur un délai d'environ 18 mois pour examiner l'opération compte tenu de sa complexité. Juste une précision sur votre réponse. Tout à l'heure, j'ai bien compris, quand vous avez exposé un petit peu les missions de l'autorité de la concurrence, que vous appréciez des marchés globaux, mais aussi des marchés spécifiques. Et quand sur un marché spécifique peut se créer un problème de concurrence ou de situation de monopole, vous l'appréciez aussi. Vous voyez bien le sens aussi de ma question, c'est que personne ne peut nier qu'un marché s'est élargi sur le net et qui touche aussi à de la production audiovisuelle, etc. Ceci dit, les acteurs de l'audiovisuel qui existent seront bien en situation, même si on était à 30% pour un tel groupe fusionné sur le marché global, tout le reste du marché audiovisuel français, lui, serait, je ne sais pas, quelques pourcents. C'est-à-dire que le rapport ne change pas dans le rapport de puissance entre ce groupe fusionné et le reste de l'audiovisuel, et je parle des dizaines de chaînes privées, et aussi, et c'est important pour nous, de l'audiovisuel public qui est un sujet sur lequel on est attentif. Alors peut-être, je souhaiterais aussi compléter ma réponse pour être le plus complète possible. Alors, vous avez raison, les pourcentages ne conduisent jamais à une solution de façon nécessaire et absolue. Il peut y avoir des cas où, même avec 30% sur certains marchés, on a pu considérer qu'une entreprise était dominante si elle était à 30% et que tous les autres étaient à moins de 1%, par exemple. Donc voilà, il pourrait y avoir des hypothèses où même à 30% dans un marché, on pourrait considérer que l'opération ne peut pas se faire. Deuxième remarque, quel autre marché remplacerait celui de la publicité TV gratuite si on devait évoluer ? Il y a plusieurs options assez différentes. Est-ce que c'est toute la publicité en ligne ? Est-ce que c'est uniquement la publicité display ? Donc voilà, il y a déjà à supposer que ce mouvement soit justifié. Encore faudrait-il savoir comment on définit très précisément ce marché alternatif qui viendrait remplacer le marché actuel. Et c'est bien pour ça que l'examen est compliqué. Et puis, dernière chose, pour être complète, dans le droit français des concentrations, donc lorsque l'autorité rend sa décision, elle peut être contestée devant le juge. Mais il y a aussi une possibilité pour le ministre de l'économie de modifier cette décision pour des motifs qui n'ont pas trait à la concurrence. Donc voilà, il peut y avoir pour des motifs autres, c'est ce que le ministre de l'économie avait fait il y a quelques années dans l'affaire Cofigeo, en prenant en compte l'emploi et la situation du secteur alimentaire. Il était venu modifier une décision de l'autorité de la concurrence, donc je souhaitais le rappeler pour être tout à fait complète. Merci. Michel Laugier. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère d'État, je vais être très direct. Avez-vous eu des pressions amicales, entre guillemets, de la part des dirigeants des grands groupes de médias ou de leurs amis politiques? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que les décisions que rend la haute autorité sont pérennes dans le temps? Ou est-ce que certains groupes préfèrent pas payer une amende pour être tranquille un certain temps? Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Sénateur.
Alors, quand on rend des décisions sur des sujets aussi sensibles pour les actionnaires, pour les entreprises, on est habitué à avoir de fortes sollicitations, mais qui restent, je dirais, dans l'ordre tout à fait normal. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise sont souvent extrêmement motivés et souhaitent faire aboutir leur opération. Je ne qualifierais pas ça de pression anormale ou indue, et il me semble que lorsqu'on exerce ces fonctions, on est tout à fait apte à faire la part des choses. Je me suis toujours attachée au cours de mon mandat à dialoguer et à comprendre le plus possible ce que les entreprises souhaitaient faire. Et après, à exercer les prérogatives qui m'appartenaient, soit de façon seule pour les décisions que je pouvais prendre seule, soit avec le collège de l'autorité lorsque nous avons pris des décisions en phase 2. Alors, la deuxième question que vous posez, c'est est-ce que les sanctions peuvent être suffisantes ou bien est-ce que certaines entreprises se contentent de payer les amendes et de continuer à agir comme elles le souhaitent? C'est une vraie interrogation, c'est un reproche qu'on fait parfois au droit de la concurrence, qu'il suffit de payer les amendes et les entreprises continuent de vivre leur vie. Je crois que les amendes ont un rôle important et que... Il y a quand même un point qui est important, c'est qu'une fois qu'on a sanctionné un comportement, l'entreprise ne peut plus le rééditer parce que non seulement elle peut avoir une amende pour réitération, mais l'autorité peut lui enjoindre de modifier son comportement, ce qui est un pouvoir extrêmement fort. Et nous pouvons même désormais, depuis la directive ECN+, enjoindre à des entreprises de revendre une partie de leur activité. Donc, ce qui est un pouvoir extrêmement puissant qui, voilà, je pense, fait réfléchir les entreprises. Donc, est-ce que nous sommes aujourd'hui face à des entreprises qui ne respecteraient pas le droit et qui, finalement, auraient un comportement de franc-tireur? Je pense qu'il y a quelques années, elles ont peut-être eu cette impression, mais que nous sommes aujourd'hui, avec d'autres autorités comme la CNIL, je pense, nous contribuons à faire respecter le droit aux plateformes notamment, mais à d'autres entreprises. Et je pense qu'il faut s'en réjouir. Donc, je pense qu'on est dans une phase de transition et que des décisions comme celles que nous avons prises en matière de droit voisin ou de plateforme sont importantes pour que ces entreprises comprennent qu'elles ne sont pas en dehors du droit et en dehors de la règle décidée par les États et l'Union européenne. Et à cet égard, le dossier droit voisin est très emblématique puisque, comme vous le savez, plusieurs plateformes avaient fortement lutté contre la directive et les faits ont montré qu'elles n'entendaient pas réellement appliquer, me semble-t-il, tout ce qu'avait voulu le législateur européen et national. Jean-Raymond Hugonet. Merci, Président. Chère Madame, vous avez dit dans votre propos liminaire combien l'indice de vétusté des lois de 86 était important et je dois dire que c'est quelque chose qui fait consensus dans toutes les auditions que nous avons eues, hormis pour le président du CSA qui trouve quand même pas mal de vertus à cette belle endormie ou à ces belles endormies. Donc ça, je voulais le souligner parce que c'est, je crois, un point important et nous partageons cet avis ici au Sénat. Olivier Roussat, le directeur général du groupe Bouygues, est venu et nous a expliqué de façon très claire que pour lui, la fusion envisagée entre TF1 et M6 était une stratégie à caractère défensif. Il a commencé son propos en disant que le statu quo n'était plus possible en l'état actuel des choses et que cette stratégie était vraiment plus une stratégie de défense qu'une stratégie offensive. Vous avez clairement indiqué aussi que le périmètre de votre ancienne action en tant que présidente de l'autorité, c'était à la fois, je cite, protéger le bon fonctionnement des marchés en tenant compte des spécificités du secteur. Et puis, vous avez dit prévenir les effets indésirables, ce qui fait qu'il y a là, avec le CSA aussi, voilà, ce ne sont pas deux silos, en tout cas, moi, je ne l'envisage pas comme cela, et c'est important dans le propos. Donc, en fonction de ce que nous a dit M. Roussat, pensez-vous qu'un des effets indésirables mis en avant, on en parlait tout à l'heure, sur la publicité, une concentration trop importante à 70-75% du marché publicitaire, est-ce que c'est de nature à prendre le dessus sur la réalité du marché, et ce que nous a dit M. Roussat de façon claire en disant, voilà, où nous faisons ça, ou sinon, en quelques années, c'est l'avenir même de TF1 qui peut être remis en cause. Il a même cité 4 ans. Merci. Merci, Monsieur le Sénateur. C'est vraiment la question principale.
C'est-à-dire, si l'autorité devait estimer que les délimitations de marché sont maintenues et que donc l'opération conduit à créer une position dominante de l'ordre de 70%, est-ce que cette position pourrait être surmontée au motif que ce serait la seule solution pour les groupes en question pour se maintenir dans le jeu économique? Donc ça, c'est la question que l'autorité aura à trancher. Je dirais que normalement, la façon dont l'autorité raisonne, c'est plutôt de considérer que lorsqu'il y a une dégradation concurrentielle, son examen s'arrête et que l'opération doit être refusée, sauf à ce qu'on puisse démontrer qu'il y a des efficiences qui bénéficient aux consommateurs. L'autre point que j'avais relevé lorsque je suis venu au printemps devant vous, c'était que TF1 et M6 sont plutôt deux entreprises qui sont en bonne santé, y compris parce que le marché publicité a plutôt bien repris malgré la période de Covid. Et ça, je pense que chacun peut s'en féliciter pour les entreprises en question. Donc voilà, nous avons bien noté que c'était l'argumentaire qui était mis en avant par ces entreprises. Et je reconnais que le débat est difficile, mais j'entendais notamment Madame Julia Cagé qui était devant vous et qui disait, c'est vrai que si l'objectif c'est d'être aussi gros que Netflix, voilà, comment y arriver, ou que Google? Est-ce qu'il faudrait une sorte d'acteur gigantesque qui rassemblerait tous les médias français et ça ne serait pas encore à la taille, me semble-t-il, de Netflix ou de Google? Donc c'est bien ça la difficulté, comment lutter efficacement. Et c'est pour ça que je souhaitais devant vous, puisque vous êtes en train de réfléchir pour l'avenir, redire à quel point l'action sur la réglementation me paraît importante. On a vraiment vu que lorsque on a pris toutes ces règles anciennes pour protéger le cinéma, l'édition, la PQR, finalement ça a quand même eu un effet délétère sur ces groupes français et qu'il est souvent difficile de faire bouger ces protections une fois qu'elles sont en place. Et on a bien vu lorsqu'il y a eu le débat sur la publicité télévisée que les groupes de la PQR se manifestaient pour que cela ne bouge pas. Ils étaient très inquiets d'une dégradation sur leur chiffre d'affaires. Donc toutes ces réglementations, un peu de protection d'autres acteurs, protection des éditeurs ou du cinéma qui ne voulaient pas que finalement la publicité se développe à la télévision, cela a contribué à dégrader d'une certaine façon la position concurrentielle des chaînes télévisées, non seulement en les privant de l'accès aux ressources publicitaires de la grande distribution, mais aussi, et j'avoue que j'avais été très sensible à cet argument en échangeant avec les acteurs, en limitant leur capacité de développer des programmes sur des chaînes, par exemple de passer des films s'ils le souhaitaient. Donc il y a aussi cet aspect plus qualitatif qui est que ces règles ont aujourd'hui pour effet de brider un peu les formats. Il y a aussi le débat sur le conventionnement par le CSA Arcom qui peut aussi aller dans une forme de rigidité, hein, mais pour des bons motifs. Et donc il me semble qu'il y a sans doute des marges de manœuvre très importantes qui existent de ce côté-là. C'est pour ça que nous avons beaucoup insisté, cet avis a parfois été critiqué pour ce motif, sur la réforme de la production. Nous avions mis en avant que ça nous semblait un vrai problème que, par exemple, les chaînes de télévision françaises ne puissent pas pleinement bénéficier de leurs droits lorsqu'elles financent des séries à succès. Alors, l'exemple du Bureau des légendes qui est souvent utilisé par Maxime Saada, beaucoup d'autres exemples, c'est-à-dire que nous avons en France des obligations très importantes de films et de contenu EOF, et ça je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est une forme de l'identité culturelle de la France, mais ceux qui investissent ne peuvent pas ensuite réellement profiter de ces contenus et cela les dissuade quand même d'investir et de produire des séries qui ensuite pourraient également avoir du succès à l'étranger. Monique de Marco. Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère d'État, je complète un petit peu les questions qu'ont posées David Assouline. Vous aviez souligné dans une intervention que la fusion de TF1 M6 pouvait être conforme donc au droit de la concurrence à condition de redéfinir le marché de la publicité, c'est-à-dire de considérer la publicité audiovisuelle et la publicité en ligne comme un seul marché. J'ai plusieurs questions à ce propos. Tout d'abord, du point de vue du droit, quels sont les arguments pour ou contre cette manœuvre, pourrait-on dire? Enfin, la question des marchés publicitaires est-elle la seule à rentrer en ligne de compte? Ne doit-on pas se poser également la question des marchés des contenus, c'est-à-dire des programmes proposés? Et enfin, dernière question, vous aviez indiqué que cela pourrait avoir des effets pervers en réduisant artificiellement le poids des GAFAM dans les marchés publicitaires, alors que ce sont de facto des acteurs avec un pouvoir très important sur le marché,
Pourriez-vous expliquer ce point? Je vous remercie. Oui, merci Madame la sénatrice. Donc sur l'approche du marché pertinent, donc c'est la méthode que l'autorité applique, elle découle largement de la jurisprudence et du droit souple. Donc elle n'est pas dans le texte du Code de commerce, mais elle est dans les lignes directrices que nous appliquons, qui sont un document d'environ 200 pages, et dans la jurisprudence des juridictions de contrôle, notamment le Conseil d'État ou les juridictions européennes, lorsqu'elles ont à contrôler des appréciations similaires. Donc le critère essentiel pour qu'un marché soit considéré comme pertinent, c'est que les conditions de concurrence soient homogènes, notamment que les produits soient substituables entre eux. Et c'est ce qui conduit à faire des appréciations très concrètes et très différentes selon les marchés en cause, comme je le disais tout à l'heure. Par exemple, dans l'affaire Siemens-Alstom, qui avait défrayé la chronique pour d'autres raisons, la Commission avait délimité toute une série de marchés, la signalisation, etc. Et à chaque fois, il s'agissait de savoir quelle était la bonne frontière du marché, c'est-à-dire où est-ce que les entreprises se retrouvent en concurrence, quels sont les produits entre lesquels les clients peuvent opter. Et il peut y avoir des rapports de concurrence un peu distants, mais pour autant qui ne font pas partie du même marché. Bon, pour prendre un exemple très caricatural, aujourd'hui, certaines personnes optent entre prendre une voiture ou prendre une trottinette. Ça ne veut pas dire que trottinette et voiture seraient sur le même marché pour l'autorité de la concurrence. Donc il peut y avoir des options. Par exemple, aujourd'hui, le consommateur, personne ne peut le nier, il navigue entre la chaîne YouTube, la télévision, Netflix. Je crois que chacun d'entre nous consomme ces différents types de contenus. Pour autant, pour qu'on considère que ce sont des mêmes marchés, il faut beaucoup plus d'éléments que cela. Donc nous regardons le prix, les habitudes de consommation. Et donc pour se rapprocher de la publicité, me semble-t-il, pour savoir s'il y a un marché unique entre la publicité TV et la publicité en ligne, il faudra voir si les prix sont similaires. Est-ce qu'on peut accéder à la même surface de marché, c'est-à-dire combien de consommateurs est-ce qu'on touche entre un spot avant le 20h de TF1 ou bien des spots sur des sites en ligne? Est-ce qu'il y a des usages différents? Est-ce qu'il y a des segments irremplaçables? Par exemple, dans la jurisprudence, on a la notion d'écran puissant aujourd'hui à la télévision. Donc, voilà. Donc ça, c'est vraiment pour cela que cette interrogation très, très vaste des entreprises et des sociétés d'achat d'espace donnera ou non la réponse sur ce point. Et ce que j'ai indiqué sur un effet sur l'appréhension de la puissance des GAFA, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une jurisprudence qui s'est constituée ces dernières années, qui est importante, qui a été élaborée par la Commission européenne et par nous-mêmes, qui établit par exemple que Google est en position dominante sur un certain nombre de marchés, par exemple la publicité sur la recherche en ligne. Donc, Google Search, c'est sur ce fondement que des sanctions ont été prises à l'encontre de Google pour un certain type de comportement, par exemple les décisions que j'ai mentionnées tout à l'heure. Or, si nous devions demain définir un grand marché englobant publicité en ligne et publicité télévisée, peut-être que ces acteurs ne seraient plus dominants, donc peut-être que Google ne serait plus dominant, ce qui a un certain nombre de conséquences, puisque cela veut dire que son comportement ne serait plus apprécié à la même aune. Peut-être que des comportements que nous jugeons aujourd'hui illégaux au regard du droit de la concurrence ne pourraient plus être sanctionnés demain avec ce vaste ensemble publicitaire s'il devait être retenu. Et enfin, je partage tout à fait votre sentiment. Il n'y a pas du tout que la publicité qui est en jeu. Comme je l'avais indiqué, je crois, au printemps, il y a 3 sujets qui sont vraiment délicats dans cette opération. Il y en a d'autres, mais qui sont moins délicats, me semble-t-il. C'est l'effet sur les marchés amont de droits, donc l'acquisition des droits de films et des programmes audiovisuels. Donc, je pense que cette opération crée vraiment des difficultés importantes à cet égard. Et par ailleurs, les marchés de la distribution des chaînes. Donc, par exemple, on voit aujourd'hui qu'il y a peut-être des problématiques de concurrence qui concernent la diffusion des chaînes télévisées gratuites. On a vu beaucoup de conflits à cet égard qui sont venus soit devant nous, soit devant le CSA sur la tarification qui a été demandée par TF1 et M6 pour la reprise sur les box des FAI. Et donc, l'une des questions, c'est est-ce que si demain TF1 et M6 sont dans un même groupe, est-ce qu'il y aura des impacts sur, par exemple, les FAI ou d'autres plateformes qui reprennent leur contenu, comme par exemple Molotov. Donc, tout à fait d'accord avec vous. Il y a vraiment au moins 3 sujets très importants qui sont ceux-là. Il y a d'autres sujets, par exemple, sur les liens entre télévision et radio. Voilà, puisqu'il y a aussi des radios dans le groupe M6. Donc, voilà. Donc, je pense que les services de l'autorité ont vraiment de très nombreux marchés à examiner, mais c'est sans doute les 3 points que nous avons signalés qui sont les plus délicats. Pierre Laurent.
Oui, bonjour, et merci pour vos premières interventions. C'est une réflexion que je me fais en vous écoutant. Est-ce que, d'une certaine manière, on ne touche pas aux limites d'approcher cette matière extrêmement sensible, parce qu'elle n'est pas seulement économique, mais elle est culturelle, elle est démocratique, elle tient à la question des libertés. Est-ce qu'on ne touche pas, dans un certain nombre de domaines, aux limites d'approcher uniquement ces questions par le prisme du respect ou non du droit à la concurrence? Alors, d'une certaine manière, dans les appréciations que vous portez, on sent bien qu'on a besoin au minimum d'une approche qualitative de cette question qui ne se résume pas au respect pur et simple du droit à la concurrence. Et d'ailleurs, on voit des acteurs qui un jour plaident la concurrence pure et dure pour aujourd'hui demander d'assouplir ces règles parce qu'elles posent d'autres problèmes. Ça peut être le cas d'acteurs économiques et aussi de la puissance publique qui considèrent qu'en la matière, on commence à toucher au respect de principes de liberté. Voilà. Et puis les périmètres de la concurrence, à cause des évolutions, notamment de la présence des plateformes, ont considérablement évolué. Donc, comment est-ce qu'on pourrait enrichir l'approche de ces questions? Je dirais l'approche qualitative ou le renforcement des critères d'appréciation, voilà, pour ne pas être enfermé dans une logique qui est peut-être parfois trop restrictive pour approcher la matière concernée. Bon, je pense à un exemple que moi j'ai eu à connaître de près, auquel je m'étais intéressé de près. Il y a eu tout un débat pendant très longtemps concernant la distribution de la presse, sur l'existence ou non de deux opérateurs de distribution, donc de la concurrence ou monopole ou coopération, etc. Bon, pour à l'arrivée déboucher quand même sur, de mon point de vue, un désastre généralisé, parce qu'aujourd'hui, le résultat de tout ça, c'est que l'accès à la distribution pour tout un tas de titres de presse est extrêmement difficile, voire même pour certains d'entre eux, dans les faits, inaccessible du point de vue économique, ce qui évidemment dégrade très profondément, non pas la concurrence, mais dégrade très profondément les principes énoncés depuis très longtemps sur le libre accès des titres à la distribution de la presse. Donc, je prends cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres et plus actuels, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, qui montrent que les principes du droit à la concurrence sont peut-être un peu courts, je vais dire comme ça, pour affronter les logiques dans lesquelles, enfin les défis de la situation actuelle. Donc, comment voilà, élargir un peu le prisme de notre regard sur une série d'enjeux que vous évoquez? Merci, Monsieur le Sénateur. Alors, je crois qu'effectivement, on peut attendre beaucoup de choses du droit de la concurrence, mais il ne peut pas répondre à toutes les problématiques ou à tous les objectifs. Je crois que sa grande force, c'est d'être transversal et de concerner tous les secteurs de l'économie, ce qui garantit quand même une unité de vision, une cohérence. Il faut en attendre qu'il fasse respecter l'objectif de bon fonctionnement des marchés. Pour autant, et je l'ai dit, on ne se limite pas à des approches strictement économiques, c'est-à-dire qu'on prend en compte toutes les dimensions du bien-être du consommateur, donc aussi la qualité, la quantité, la diversité. Et je crois que les exemples que j'ai donnés dans le secteur de la presse, où nous avons par exemple imposé des rédactions séparées lorsque la fusion de titres de la PQR aurait conduit à un monopole, montrent qu'il peut y avoir des solutions innovantes de ce type pour éviter une dégradation. Par ailleurs, il y a une réponse qui est que c'est le législateur qui définit les grands équilibres en matière de médias, et que si en France nous avons un double contrôle, celui de l'autorité et celui du CSA qui intervient au titre des rachats de chaînes de télévision, c'est bien que le législateur a défini un contrôle spécifique en matière de médias audiovisuels. Et plus généralement, mais ça je crois que c'est tout à fait dans l'objet de votre commission, vous avez eu l'occasion de vous pencher sur les règles de contrôle des médias 2/3, etc. C'est bien à ce niveau-là qu'il peut aussi y avoir par le législateur, s'il le souhaite,
définition de garde-fous ou de limites si le législateur l'estime pertinent. Enfin, dernier élément, ça me semblait important de le rappeler, y compris en ne considérant que le droit de la concurrence, il y a cette soupape qui est le droit d'évocation du ministre, alors qui ne permet pas de prendre en compte n'importe quel intérêt, mais qui liste quand même une série d'intérêts légitimes qui peuvent être mis en avant par le ministre, par exemple en matière de souveraineté ou d'investissement. Donc voilà, donc y compris dans le contrôle français des concentrations, le législateur a prévu une possibilité d'intervention pour une série d'objectifs qui sont limitativement énumérés par la loi. Donc, ceci pour vous répondre en tout cas que nous ne prétendons pas à l'autorité de la concurrence pouvoir répondre à toutes les interrogations lorsque nous sommes saisis d'opérations de concentration dans les médias, mais à travers cet examen très fin et minutieux que j'ai tenté de présenter, on peut quand même voir beaucoup de choses. En tout cas, il me semble qu'on peut avoir un contrôle qui va assez loin et qui protège une série d'éléments intéressants. Et comme vous le signalez, c'est très vrai. Nous voyons beaucoup d'entreprises qui, par ailleurs, des fois rachètent des titres ou des médias, mais qui se manifestent lorsqu'il y a une opération qu'elles contestent. Et c'est intéressant parce que ça permet aussi de voir quels sont les effets perçus de ces opérations. Par exemple, l'affaire Salto que je mentionnais un peu plus tôt, nous avions rendu une décision positive avec un certain nombre d'engagements assez exigeant. Et après un examen très minutieux par le Conseil d'État, cette décision a été confirmée. Et voilà, donc c'est en tout cas lorsque nous rendons une décision sur des sujets aussi complexes, et je crois que l'affaire TF1-M6 sera encore beaucoup plus compliquée que l'affaire Salto, nous essayons vraiment de répondre en prenant en compte toute la plénitude des objectifs du droit de la concurrence, mais nous ne pouvons pas aller au-delà parce que nous appliquons le mandat que nous a donné le législateur. Deux questions qui sont de nature différente. La première porte sur la fusion TF1-M6 et l'articulation. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est l'autorité nationale de la concurrence qui va traiter le dossier. Est-ce que néanmoins, il y aura des contacts sur ce dossier avec les autorités européennes? Et est-ce qu'il y a des demandes qui pourraient être formulées par les autorités européennes et qui pourraient venir impacter la décision de l'autorité nationale? Deuxième question qui n'a pas de rapport. On voit bien que les autorités de régulation et les autorités de régulation nationales ont de plus en plus d'importance et sont confrontées à des dossiers de plus en plus complexes et lourds. Est-ce que, sur la base de votre expérience en tant qu'ancienne présidente de l'autorité de la concurrence, est-ce que vous estimez que l'autorité de la concurrence a suffisamment de moyens? Et deuxièmement, est-ce qu'elle peut faire son travail en toute indépendance ou est-ce qu'il faudrait renforcer son indépendance pour lui garantir encore plus d'autonomie? Merci. Alors sur un dossier tel que TF1-M6, il y a eu des échanges approfondis pour bien vérifier que l'autorité nationale était bien compétente, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à fait habituel pour des opérations de grande envergure qui auraient dû relever de la Commission européenne au regard des chiffres d'affaires s'il n'y avait pas eu l'application de la règle dite des 2 tiers, ce qui est assez habituel que cela conduise à ce que l'autorité nationale soit compétente. Sur un sujet aussi important, bien sûr, il y aura des échanges réguliers avec les équipes de la Commission européenne, mais c'est bien l'autorité française qui traitera le dossier jusqu'au bout. Voilà, la Commission n'aura pas à intervenir dans le processus, mais nous avons bien conscience, et en tout cas je l'avais lorsque j'étais présidente, que c'était une décision importante également au niveau européen, puisque si l'autorité française devait faire un mouvement de ce type, ça pourrait impacter les appréciations dans les autres pays d'Europe, puisque cela pourrait servir de précédent, même si ça n'aurait pas directement valeur de droit dans les autres États membres. Et alors qu'on sait que certains actionnaires présents dans l'opération française peuvent aussi être présents dans d'autres États européens. Donc ça, c'est là où le réseau européen de concurrence prend tout son sens.
c'est-à-dire ces échanges très réguliers, très quotidiens des responsables d'agences, des équipes de concentration qui discutent quotidiennement de ces sujets pour arriver à des visions communes. Par exemple, sur l'appréciation du marché pertinent, il y a un grand travail qui est en cours actuellement avec la Commission européenne pour remettre à jour tous ces modes d'appréciation du marché pertinent. Je vous ai montré que c'est un exercice qui n'est pas simple, qui est très subtil, qui repose sur toute une série de critères, mais nous sommes très attachés à mener ces appréciations dans un cadre cohérent au niveau européen. Parce qu'il ne serait pas justifié qu'on raisonne d'une façon et que l'autorité allemande raisonne d'une façon complètement différente. Donc nous essayons toujours d'avoir cette convergence aussi avec la Commission européenne, parce que demain, elle peut avoir une opération très semblable et il serait fâcheux que nous ayons des visions différentes. Donc ça fait partie certainement des dossiers qui seront abordés très régulièrement au niveau européen. Alors, pour répondre à votre question sur les moyens de l'autorité, je crois que ce que ces 5 années m'ont montré, c'est que les opérations de concentration sont extrêmement complexes et je crois vraiment que l'autorité mériterait de voir ses moyens renforcés, notamment pour traiter des enjeux numériques de façon générale, même si elle l'a été à la marge, mais particulièrement en matière de concentration, parce que je crois, lorsque je suis partie, qu'il y avait une équipe de 4 rapporteurs qui travaillaient sur ce sujet à plein temps, mais ces dossiers sont tellement lourds, tellement complexes que voilà, l'équipe en charge des concentrations est souvent un peu à la limite de ses capacités de travail, est très très mobilisée, et je crois que voilà, si j'avais un conseil à donner à celui ou celle qui me remplacera, ça sera de plaider pour un renforcement des moyens. Je crois qu'aujourd'hui, les dossiers sont tellement lourds, tellement importants, qu'il faut savoir donner plus de ressources humaines pour traiter ces sujets comme ils le méritent. Et sur l'indépendance ? Alors, pardon. Je crois que le cadre français est suffisant et je me réjouis que la directive de ECN+ de 2019, donc qui a renforcé les autorités de concurrence, comporte un volet très important sur l'indépendance des autorités, les conditions de nomination des présidents et des membres des collèges. Donc c'était un point important car certaines autorités, par exemple de certains petits pays, étaient inquiètes d'intervention des gouvernements dans leur fonctionnement. Et donc il y a eu un accord très très large au niveau européen pour que ces garanties soient renforcées. Donc désormais, en plus du cadre législatif français qui me paraît suffisant, il y a maintenant ce cadre européen de protection qui comporte très largement les obligations de déport des membres en cas de conflit d'intérêts et l'impossibilité, par exemple, de mettre fin au mandat d'un membre en dehors de cas strictement délimités. Donc il me semble que le statut de l'autorité française est à cet égard tout à fait suffisant et que nous n'avons pas à craindre de remise en cause de son indépendance dans son pouvoir de décision qui est toujours plus nécessaire, bien sûr. David Assouline, dernière question. Oui. 2 petites dernières questions. J'ai relevé dans ce que vous nous avez exposé tout à l'heure dans un échange que, en gros, vous nous disiez, si pour l'opération de fusion TF1 et M6, le critère de 70% était retenu du marché, la seule façon de quand même autoriser serait de considérer qu'ils sont obligés de faire pour des raisons de survie économique. Et vous contestiez que là ce soit pertinent, a priori, avec ce que vous connaissez du dossier, puisque vous dites TF1, M6 se portent bien, etc. Et qu'il n'y a pas de survie en question, et que même l'échelle pertinente était à relativiser par rapport aux plateformes américaines, puisque ce n'est pas en fusionnant qu'ils atteindraient une masse de concurrence en puissance financière de niveau qui puisse inquiéter ces grandes plateformes. Bien. Globalement, donc, la question de Pierre Laurent est comment dire, elle est aussi une question de l'autorité de la concurrence, puisque j'ai bien noté que vous avez dit dans votre propos introductif que non seulement vous jugez du marché concurrentiel sur le plan économique, mais aussi, quand il s'agit de médias, de la diversité, à tel point que vous avez imposé qu'il y ait des rédactions différentes en cas de fusion, etc. Donc, est-ce que vous considérez
considérez dans ce dossier, c'est important qu'on vous pose ces questions parce qu'on va avoir du mal à le poser à ceux qui sont en place aujourd'hui en fonction, parce qu'ils pourront nous dire qu'ils ne vont pas parler d'un dossier qui est en cours d'instruction. Donc, est-ce que vous considérez que, connaissant ce que vous connaissez du dossier, cette fusion est susceptible d'être interrogée sur la question du maintien de la diversité de l'offre, notamment sur la TNT, qui était l'objet même fondateur de la TNT, ou voilà, c'est quoi votre appréciation avec ce que vous connaissez du dossier? La deuxième question peut-être en même temps, parce que comme oui, mais la deuxième, elle a pas, elle est un peu liée à tout ce que j'ai pu vous poser comme question au début, c'est-à-dire que, bien entendu, vous avez confiance dans l'institution, qu'indépendamment des personnes, elle va étudier. Il n'y a pas de raison, même pour nous, de considérer a priori qu'elle ne va pas faire son travail qui est en cours de façon impartiale. Mais donc, je ne vous demandais pas de juger ce qui n'est pas encore arrivé, mais de nous dire quand même, et je vous repose la question, c'est une dernière tentative, de considérer, de nous dire, nous sommes là, et vous avez montré votre liberté jusqu'à présent dans toutes vos actions, seulement de dire, il n'y a pas grand danger à le faire, si vous considérez normal que quand on attend de louanges, tant d'approbation de tous les acteurs et qu'on veut se maintenir un poste dans lequel on n'est que depuis 2 ans, eh bien, on soit changé sans avoir d'ailleurs le profil annoncé sur la table de celui ou celle qui vous remplacerait, puisque il y a un intérêt, mais ça fait déjà quelque temps, on le cherche encore. Et au début, on disait même il fallait que ce soit une femme. Et déjà, j'ai l'impression qu'on parle d'un homme, mais voilà, je vous pose une question un peu directe, un peu... est-ce que c'est normal? Est-ce que ça se fait en général, pas seulement à l'autorité de la concurrence, mais en général pour de telles nominations? C'est une façon de vous renouveler les louanges. Écoutez, alors, merci Monsieur le Sénateur pour ces 2 questions. Pour commencer par la dernière, en tout cas, je suis très sensible aux appréciations que vous voulez bien exprimer. J'ai fait un mandat donc, qui a duré 5 ans, ce qui est la durée habituelle d'un terme, et ça a été une expérience extraordinaire et une grande fierté pour moi de pouvoir affronter ces défis. Donc j'en tire une très grande satisfaction. Je crois qu'on a accompli des belles choses. Et effectivement, nous avons eu une reconnaissance internationale qui a pu m'être témoignée pendant mon mandat et à l'issue de celui-ci. Donc voilà, je souhaite avant tout retenir cela, et j'espère que j'aurai d'autres occasions de servir l'État. J'aurais bien aimé continuer, mais voilà, maintenant la page est tournée, et en tout cas, je crois que il est bon aussi. Parfois, on reproche aux autorités indépendantes d'être trop autonome. Je crois que le statut donne régulièrement aux autorités gouvernementales ou présidentielles la capacité de désigner ses présidents, et c'est une prérogative importante. Excusez-moi, oui. effectivement, j'ai dit, j'ai prononcé 2 ans en pensant 5 ans. Donc, Non, mais je pense que vous aviez bien ça en tête, mais voilà, c'était 5 années très denses, et je ne regrette pas d'avoir occupé cette belle mission. Alors sur les 70% et la prise en compte de la nécessité de cette opération, alors pour être bien clair et pour redire ce que j'indiquais au sénateur Hugonet, normalement lorsque une opération conduit un opérateur à avoir 70% d'un marché, normalement l'autorité de la concurrence doit la refuser. Enfin, c'est je dirais la conséquence normale, ou en tout cas la plus courante. Donc un raisonnement dans lequel on prendrait en compte le fait que ce serait la seule façon pour un groupe de devenir d'envergure mondiale, en tout cas ça ne correspond pas au mode de raisonnement habituel de l'autorité française ou des autorités européennes. Et pour me référer à la décision Siemens-Alstom que j'ai citée plusieurs fois, c'était l'une des raisons qui a conduit à cette opération à choper. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans ce débat, c'est qu'on voit que ceux qui ont fortement promu cette opération considéraient que c'est la seule façon de faire un champion européen ou mondial.
Et peu de temps après, il y a eu une autre opération, Bombardier-Alstom, qui a pu être autorisée et qui, sans dégrader la concurrence sur les marchés européens, a conduit à la constitution d'un très grand opérateur, mais là encore d'envergure mondiale, mais sans constitution de monopole ou de position dominante en Europe. Donc, est-ce que finalement, dans cette opération, l'autorité aura les moyens de maintenir la diversité de l'offre sur la TNT ? Je crois que c'est là aussi où le législateur a voulu un double contrôle, celui de l'autorité, celui du CSA. Il me semble que le CSA aura aussi des prérogatives à faire jouer sur l'examen des autorisations d'utilisation des chaînes de la TNT et l'effet de l'opération sur la diversité de l'offre sur la TNT. Je crois que ça sera aussi dans son office que d'examiner l'effet de l'opération. Mais là encore, je crois que c'est une question un petit peu différente de celle qu'on avait précédemment sur la publicité. Donc, effectivement, il y a la publicité qui a un impact très fort et majeur sur les acteurs économiques, et notamment les annonceurs qui sont dépendants de la publicité télévisée pour faire diffuser un certain nombre d'annonces. Après, je dirais que le sujet plus large de la diversité dans les médias télévisés, donc l'autorité aura certainement à en connaître en suivant le raisonnement que vous évoquiez, mais c'est sans doute une appréciation plus large qui sera d'une certaine façon partagée avec le CSA dans le cadre de ses prérogatives. C'est pour ça aussi que le législateur a été bien inspiré de prévoir cet avis obligatoire. L'autorité sera certainement très instruite par l'avis que le CSA doit lui remettre, qui porte sur toutes ces questions dont nous avons débattu cet après-midi. Et nous portons la plus grande attention à ces avis du CSA. Par exemple, la décision que j'ai citée sur Canal+ en 2017, nous avions eu un avis très riche du CSA qui a beaucoup éclairé les délibérations du collège quand il s'agit de définir jusqu'où les obligations qui pesaient sur Canal+ pouvaient ou non être levées au vu du nouveau contexte des plateformes OTT, etc. Donc là encore, je pense que l'avis du CSA sera extrêmement précieux. Merci, Madame la conseillère d'État, des réponses très précises que vous nous avez apportées. Et donc, évidemment, nous allons prendre en compte un certain nombre de vos remarques dans la poursuite de nos travaux. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, messieurs.